Bonjour et merci d'assister à notre webinaire. Nous sommes très heureux que vous soyez avec nous et nous avons beaucoup d'informations à vous communiquer au sujet des collectes de fonds par des tiers. Je m'appelle Julie Durocher et je suis agente des relations avec les donateurs et les organismes de bienfaisance à Canadon. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Kim Fuller de Phil Communications qui présentera le webinaire. Pour ceux d'entre vous qui ne connaissent pas Canadon, je vais vous expliquer un peu ce que nous sommes. Canadon est un organisme de bienfaisance au service des organismes de bienfaisance. Nous avons permis de recueillir plus de 700 millions de dollars en dons de bienfaisance depuis notre fondation en 2000. Et plus de 17 000 organismes de bienfaisance sont inscrits à nos services de collecte de fonds en ligne. Nous aimons dire aux donateurs que nous sommes un guichet unique pour faire des dons et nous aimons nous présenter aux organismes de bienfaisance comme une solution abordable, facile et sécurisée pour la collecte de fonds en ligne. Je laisse maintenant la parole à Kim. Donnez-moi juste une seconde tandis que je lui passe les commandes. Bonjour tout le monde, bienvenue. Ça me fait très grand plaisir d'être avec vous aujourd'hui, même que je préfère faire ça en personne, mais le webinaire, c'est vraiment une façon extraordinaire de pouvoir rejoindre tout le monde dans le confort de vos propres bureaux. J'espère que vous avez amené un petit sandwich pour notre heure de lunch ensemble. Je voudrais commencer par dire que la présentation est pas mal plus riche que les diapos qui seraient devant vous et que vous pourrez télécharger par la suite. Donc, j'espère que vous pourriez rester jusqu'à la fin pour poser des questions et vraiment apporter une richesse à notre expérience ensemble aujourd'hui. Donc, bienvenue. On va parler aujourd'hui de la collecte de fonds par les tiers et ma présentation s'appelle Un phare d'espoir parce qu'on va faire une étude de cas. Je vais vous parler d'un client en particulier et j'ai appris aujourd'hui que même on a des gens qui se sont inscrits du Phare Enfants-Famille qui sont avec nous. Donc, bienvenue. C'est vraiment le fun d'avoir le client avec nous aujourd'hui et je serai prête à la fin, comme Julie disait, que si vous avez des questions, ça va me faire plaisir de répondre à ces questions-là. Donc, on va commencer. Les 3 ingrédients pour une collecte de fonds externe réussie, c'est sûr que ça prend une collaboration parce qu'on travaille avec des gens à l'externe. On a besoin d'une certaine coordination et ma préférée, c'est la créativité. Donc, tout le monde parle de la collecte de fonds par les tiers depuis plusieurs années. On sait que les événements des tiers sont des événements que les gens qui vous aiment créent eux-mêmes. Et il s'agit notamment des campagnes créées autour de la participation. Souvent, ça peut être des épreuves d'endurance, comme des marathons ou des marchetons. Ça peut être les fêtes de mariage, d'anniversaire, ça peut être des spectacles, des ventes de garage, à peu près tout ce qu'on peut imaginer pour amasser des fonds pour votre cause. Et c'est organisé par les gens qui vous aiment. Donc, il y a des plateformes telles que celui de Canadon permet aux organismes de générer et de gérer les événements de tiers avec peu de temps et de personnel requis. Des initiatives de tiers soulèvent collectivement des millions de dollars en ligne chaque année dans le monde entier. Et le plus grand avantage, c'est que les bénévoles font le gros du travail. Ils créent les événements, ils font la promotion de ces activités-là, alors que l'OBNL dépense moins de ressources que leur événement phare, par exemple. Et c'est sûr qu'il faut que ça soit bien organisé en partant. Donc, c'est un peu ça que je vais vous parler aujourd'hui. Je vais vous donner des trucs et des astuces pour comment bien partir votre programme de collecte de fonds par les tiers. Ça peut vous amener beaucoup de sous, c'est sûr, mais les gens qui organisent ces événements-là pour vous, ils ont besoin de directives. Ils ont besoin d'aide à planifier et de promouvoir leur événement. Et donc, c'est un équilibre délicat, mais vous pouvez maximiser l'enthousiasme de vos bénévoles tout en gardant vos normes organisationnelles. Et ça aussi, on va en parler parce que c'est important que quand on laisse les gens faire de la collecte pour l'organisme, il faut qu'il respecte bien sûr l'image de marque de votre organisme et qu'il vous représente bien comme il faut. Donc, aujourd'hui, on va parler pourquoi les événements de tierce partie, c'est un revenu important au bout des doigts.
On va parler des clés de la réussite, comment créer une vision pour votre programme, la relation avec les participants, comment rendre les gens autonomes pour que ça soit moins de troubles pour les gens de votre bureau, la promotion du programme et des événements, comment offrir un bon support et comment, bien sûr, les remercier. Ensuite, pour la deuxième moitié de la présentation, je vais vous parler de notre étude de cas qui s'appelle « Unis pour le faire ». Donc, pourquoi on fait ce genre de programme? Bien, d'une chose, c'est sûr que c'est excellent pour engager de nouveaux participants. Ça peut augmenter la portée géographique de votre organisme. Ça vous aide aussi de rencontrer des nouveaux donateurs par le biais des gens qui vous aiment déjà. Ils vont amener leur réseau. Ça peut aussi vous aider à identifier des bailleurs de fonds ou de grands donateurs potentiels. On ne sait jamais où on peut trouver ces gens-là, puis des fois, c'est surprenant que ça peut être par un simple événement externe qui fait attirer de nouveaux bailleurs de fonds. Ça nous aide aussi à engager avec des coûts minimes, avec une meilleure efficacité. Les collectes de fonds peuvent se faire à travers l'année. C'est plus flexible pour votre collecte de fonds. Ça vous offre plus de flexibilité, excusez-moi. Donc, c'est vraiment une façon de faire rayonner votre organisme. Et ce qui nous préoccupe aussi beaucoup dans les OBNL, c'est bien sûr les plus jeunes, les fameux milléniaux, qu'on en parle très, très souvent. Et on a une étude qui a été faite récemment qui démontre que 30% du temps de média, presque 5 heures par jour ou plus, est engagé à consommer du contenu qui est créé par les autres. Donc, c'est même pas créé par les entreprises ou par les OBNL, mais c'est créé par les usagers. Ce qu'on appelle en anglais du User-Generated Content. Souvent, ce qu'on remarque de cette relation-là avec le contenu qui est créé par les usagers, c'est que les gens ont plus de confiance et se souviennent plus du contenu que les médias traditionnels. Donc, c'est vraiment cet effet de peer-to-peer que les gens y ont cette confiance et ça nous permet, avec la collecte de fonds par les tiers, de maximiser ces relations-là puis d'aller chercher plus d'argent pour votre organisme. Mais aussi, comme je disais tout à l'heure, ça fait que vous allez rayonner, votre organisme va rayonner à travers ces bénévoles-là, mais comment est-ce que vous allez aussi protéger votre marque et comment votre marque va se positionner dans cette nouvelle culture? La nouvelle culture, bien, c'est, on le voit arriver depuis plusieurs années à cause de la technologie. Cet diagramme ici, ça vous montre des comparaisons et comment les gens sont portés à donner en ligne de plus en plus. Et on voit l'augmentation assez importante du deuxième écran. Si vous voyez qu'il y a un pourcentage de 56% de dons en ligne qui sont augmentés quand vous avez une page qui a votre propre image de marque, ça génère beaucoup plus d'argent qu'une page de dons générique. Donc, toutes les initiatives que vous pourriez faire pour faire connaître les dons par les tiers et que vous avez votre marque, elle est forte, il y a un concept derrière votre campagne, tout ça va aider à votre collecte de fonds. Et on sait que en 2015, on a vu un 60% des dons qui sont venus des pages de dons en ligne. Donc, de plus en plus, on voit les gens qui donnent en ligne, ils donnent de leur téléphone mobile, donc avoir un site web et des outils qui sont ce qu'on appelle responsive, c'est très important aussi de nos jours. Comment assurer le succès de votre programme? C'est sûr qu'il faut avoir une vision claire des objectifs derrière le programme. Il faut savoir d'où on part et où on veut s'en aller. Il faut l'écrire pour être sûr sur votre équipe en partant, comment vous allez engager tous ces gens-là qu'on appelle nos héros. Comment est-ce qu'on va les positionner
dans les remerciements et dans les outils de communication. C'est très important parce que c'est eux qui font le gros du travail. Il faut aussi demander aux participants de personnaliser leur page de collecte de fonds. Donc, il faut leur fournir des trucs et des astuces et les instructions pour comment bien réussir leur propre page. Il faut encourager les participants et les donateurs à se connecter, à connecter leurs comptes de médias sociaux pour faire rayonner davantage leurs activités. Et bien sûr, on peut utiliser le marketing par courriel pour continuer à promouvoir l'événement. Et ça peut venir de la part de l'organisme qui fait un rappel à leurs donateurs qu'il y a toutes ces activités-là qui arrivent autour d'eux, mais aussi on peut donner des scripts aux organisateurs d'événements pour mieux faire connaître leur événement à travers leur propre réseau. Fixer des objectifs SMART. Ça, c'est une chose qu'on prône chez Phil depuis très longtemps. C'est de savoir et de pouvoir décrire des objectifs qui sont spécifiques, mesurables, acceptables, qui sont attirants, réalistes et bien sûr limités dans le temps. On veut pouvoir décrire la situation qu'on veut atteindre et les résultats à atteindre. Donc, si vous êtes à penser à mettre un programme de collecte de fonds par les tiers en place, comment est-ce que ça se place dans, avec le reste de vos efforts de collecte de fonds? Combien d'argent on veut que ça ait représenté par année? Il faut aller très spécifique pour pouvoir mesurer ce qu'on fait. Donc, si on n'a pas de point de départ ou une ligne d'arrivée, on ne sait pas si on a bien réussi ou non. Ça prend des indicateurs. Et en répondant à des questions simples, on peut savoir si l'objectif est attendu ou est atteint ou non. Il faut quand même que ça soit ambitieux et attirant. Il faut que ça implique un certain effort et un engagement pour que les gens veulent participer. Il faut que ça soit réaliste, bien sûr. Donc, il faut prendre en compte les moyens que vous avez, les compétences, les ressources disponibles et le contexte. Donc, si vous êtes dans une grosse année de campagne majeure ou autre chose, il faut bien réfléchir aux ressources demandées pour mettre sur pied le programme. Une fois que le programme est bien mis sur pied et que ça roule, ça c'est autre chose. Mais quand on démarre un programme comme ça, ça prend un certain effort de l'organisme et il faut être bien préparé. Aussi, dans le temps, pour limiter ça dans le temps, c'est de se donner une date butoir pour quand est-ce qu'on veut que le programme soit lancé et se fixer des moments dans l'année qu'on va venir mesurer la réussite de nos efforts et ceux de nos bénévoles qui nous aident à faire cette collecte de fonds-là. On va parler un peu des outils à fournir par votre organisme pour vos bénévoles. Je vais vous montrer des exemples quand on va être rendu à l'étude de cas. Donc, une fiche d'information, l'info de base sur la collecte de fonds. Il faut se souvenir toujours que les gens qui font du bénévolat pour vous, ils font ça, ils sont de très grands cœurs, mais ils n'ont pas de formation en collecte de fonds. Nous, on peut profiter de toutes sortes de formations pendant l'année qu'offre l'AFP ou la PGP, mais monsieur, madame, tout le monde, ils ne connaissent pas ce monde-là. Donc, il faut au moins leur dire un peu comment ça marche dans le monde de la collecte de fonds. Il faut bien sûr aussi offrir une feuille ou un script sur votre organisme et il faut les instructions, comment utiliser la plateforme, bien sûr. Les logos, très important. Moi, je suis une fille de com avec ma base en branding, donc je suis très stricte avec ce niveau-là, qu'il faut avoir un contrôle sur votre image de marque et il faut être clair quel logo et quelle façon qu'on peut utiliser le logo pour que vous pouvez veiller là-dessus. Et ça prend aussi des lettres de soutien que les bénévoles peuvent utiliser pendant leur campagne.
Un petit script comment demander. Comme je disais au début, c'est pas tout à fait naturel pour faire de la collecte de fonds. Il y en a qui sont doués pour ça. Il y en a d'autres qui ont besoin d'un petit coup de main. Donc, préparer un petit script comment demander de l'argent. Surtout quand c'est demander de l'argent à des amis ou de la famille versus demander de l'argent à un employeur. Par exemple, si on veut faire un effort de matching, ça serait important de leur expliquer comment et quelle façon d'approcher les employeurs et les commanditaires possibles corporatifs. Aussi préparer des communiqués, des gabarits qu'ils peuvent utiliser pour faire connaître leur organisme. Peut-être qu'il y aurait de l'attention médiatique qui pourrait être apportée, même dans les petits événements, s'il y a un petit journal de quartier qui veut en parler, pourquoi pas prendre avantage de cette occasion-là. Donc, préparer des gabarits de communiqués et leur fournir ça, ça pourrait être très apprécié aussi. Pour l'autonomie. Donc, c'est sûr que pour assurer le succès de votre programme, il ne faut pas qu'ils soient toujours après vous pour leur fournir tout ce qu'il leur faut. Donc, vraiment avoir un kit, ça va vous être utile pour donner aux bénévoles. Ça peut être des conseils, des commentaires, accès au matériel publicitaire de votre organisme ou de votre fondation, promotion du site web, des ballons, des autocollants, des affiches, des bannières, tout ce que vous pourriez penser qu'ils auraient besoin pour vous faire connaître à leur événement. Ça, c'est important de pouvoir leur fournir. S'ils ont besoin d'aide à leur événement, est-ce que vous avez la capacité de leur offrir des bénévoles ou des conférenciers? Est-ce qu'il peut y avoir une présence d'un membre de personnel ou de membre du conseil d'administration qui pourrait être présent lors de leur événement? Ça, c'est aussi quelque chose qui serait vraiment bien pour mieux tisser les liens entre votre organisme et l'événement. Il faut aussi leur donner la permission d'utiliser le logo et la marque. Et bien sûr, après une signature d'entente sur la protection de la marque de commerce, que je vais vous montrer dans l'exemple tout à l'heure. Tous les documents doivent être approuvés par votre organisme. C'est super important de mettre ça clair dans votre contrat avec le bénévole au tout début. Sinon, ça peut vous donner beaucoup de temps par la suite pour faire du damage control, comme j'appelle. Donc, il vaut mieux prévenir et d'être très clair avec les attentes et les ententes dès le départ. Donc, un événement réussi, ça va marcher seulement si les gens s'impliquent et en parlent. Donc, il y a plusieurs façons de viser la visibilité gratuite. Bien sûr, on a les sites web, il y a bien sûr le bouche à oreille qui fonctionne toujours très, très fort. Les médias locaux, comme j'ai dit tout à l'heure, si jamais quelqu'un a un contact avec leur journal ou des journaux communautaires, c'est toujours une place où on n'y pense pas souvent, mais que les gens sont à la recherche de contenu intéressant et si le projet, si l'événement est intéressant pour eux, ils pourraient le mentionner. Les sites web communautaires, les pamphlets bien sûr, mais aussi les écoles et les groupes communautaires, ils ont souvent des babillards et vos bénévoles pourraient accrocher leur petite affiche ou une petite mention sur leurs événements dans ces endroits-là. Les bibliothèques, les librairies aussi, centres communautaires. Bien sûr, les médias sociaux, c'est rendu la façon la plus facile de faire connaître les événements à travers les médias sociaux. On va regarder ça à la toute fin, comment bien gérer cet aspect-là de la publicité. Donc, avant de pouvoir avancer avec un projet externe de collecte de fonds de vos bénévoles, ça prend un contrat. Ça prend d'abord la proposition de l'événement et le contrat. Donc, qu'est-ce qu'on retrouverait là-dedans? Bien sûr, le logo et les coordonnées de votre organisme. C'est important de bien marquer sur la feuille que c'est un contrat. Comme ça, les gens savent qu'ils ont une certaine responsabilité envers votre organisme.
bien sûr, vous mettez il y aurait besoin de mettre le nom de leur événement, la date et le lieu de leur événement, la personne contact, les détails de l'événement, et il faudrait leur demander comment ils vont faire la promotion de cet événement-là. Quand c'est inclus dans la proposition de l'événement, ça leur fait déjà réfléchir au fait qu'il faut qu'ils prennent responsabilité de la promotion de leur événement et que ce n'est pas seulement à votre organisme de la faire connaître. Il faudrait aussi leur demander quels sont leurs besoins et comment est-ce que vous pourriez les aider. Comme je disais tout à l'heure, est-ce qu'ils ont besoin d'aide de bénévoles, de conférenciers, peut-être quelqu'un pour faire mettre des cérémonies de leur événement, pour parler un peu de l'organisme au début de leur événement. Tout ça, il faudrait le savoir à l'avance pour que vous puissiez organiser vos ressources en conséquence. Il faut aussi parler des assurances, dépendant bien sûr de la taille de l'événement que la personne veut organiser, mais il faut aussi conscientiser les gens et que tout le monde soit bien protégé. Il faudrait aussi leur demander quel budget ils ont pour leur événement. Ce n'est pas tout le monde qui aura besoin d'un grand budget pour faire leur collecte de fonds, mais il y en a d'autres que s'il y a une location de salle ou autre, c'est important de connaître combien de dépenses qu'ils prévoient avoir pour leur événement et combien qu'ils pensent pouvoir récolter pour être sûr que ça revient à avoir des bons résultats pour tout le monde. Ensuite, à la toute fin, bien, il y aurait l'entente et les signatures des deux parties, quelqu'un qui représente votre organisme et quelqu'un qui représente l'événement externe. Les autres choses que vous pourriez considérer à inclure pour le bénévole, ça serait les meilleures pratiques pour la collecte de fonds. Même des guides de l'ARC sont disponibles en ligne que vous pourriez leur envoyer l'hyperlien vers ça. Le code de responsabilité financière, code de déontologie de la collecte de fonds, les droits du donateur aussi. Ça, c'est toutes des choses qui seraient importantes d'avoir comme ressources au cas où. Le plus que les gens sont informés, le plus qu'ils vont pouvoir bien représenter votre organisme. Quand on arrive à la reconnaissance de l'événement et de ces bénévoles-là, les héros qui se portent bénévoles, c'est super important d'avoir un plan de reconnaissance pour ces gens-là. Concevoir le programme en fonction des objectifs de votre programme. Donc, si c'est quelque chose que vous allez vraiment, que c'est une grande priorité pour vous dans votre organisme de faire ce programme de collecte de fonds par les tierces, pensez-y à comment et quand vous allez remercier les gens. Essayez de partager les réussites des meilleurs collecteurs de fonds et des meilleures équipes. Essayez d'aller chercher les histoires de succès parce que ça peut être très riche pour vos bulletins d'information, pour vos blogs, pour votre site web ou bien la plateforme. C'est toujours le fun de racheter des bons coups des autres pour encourager. Vous pourriez aussi penser à un programme de superstars pour les participants à long terme et ceux qui sont les plus performants. Ça peut être des expériences, on peut aller chercher un commandite qui va offrir un forfait. Si je me souviens, avec le Phare, ils avaient trouvé un spa qui avait offert une expérience à leur spa pour la personne qui est allée chercher le plus d'argent avec leur événement. Ça peut être aussi un déjeuner de reconnaissance dans la communauté. Il faut juste penser au fait que ça prend un peu plus de vos ressources pour organiser ça, mais encore, il faut que ça soit en fonction des objectifs puis des résultats de ces événements-là afin de déterminer combien on veut mettre d'énergie et d'argent là-dessus pour le remerciement. Inclure un tableau d'honneur sur la page principale de votre site et les pages des participants, ça encourage beaucoup. Ça fait même un peu de compétition entre les gens qui font la collecte de fonds pour vous et ça peut être très encourageant.
Utiliser les médias sociaux pour célébrer leurs efforts. On peut aussi en demander aux gens de faire des petites vidéos YouTube, mettre des billets sur leur page Facebook, LinkedIn et Twitter. Il faut profiter de tous ces réseaux-là pour faire rayonner les événements et les remerciements le plus possible. Vous pourriez aussi avoir des échanges sur votre site pour que les autres puissent commenter ou soutenir leurs participants préférés. Ça, c'est des choses qu'on voit sur les plateformes. Les gens peuvent laisser des petits mots d'encouragement et ça fait que les gens sont très fiers de leur événement et ça leur aide à continuer. Aussi offrir et les encourager à mettre leurs histoires. Ils ont décidé de faire une collecte de fonds, rendre l'expérience plus humaine, vos dons et l'expérience est beaucoup plus appréciée. Dans votre organisme, qui est capable de gérer le plan, c'est sûr que c'est bon pour mettre sur pied tout ça, mais ça prend quelqu'un de votre équipe qui va être là pour soutenir et qui va fournir un service personnalisé. Il faut leur donner le nom, le numéro de téléphone et le courriel de cette personne-là pour que les gens savent qui rejoindre de votre équipe pour ce programme-là. Donc, qu'est-ce que cette personne-là va faire? Oui, c'est comme un soutien à la clientèle, si on peut dire, mais c'est surtout important pour les aider au niveau du marketing et la gestion de leur événement. C'est des gens qui n'ont pas beaucoup d'expérience à faire ça, et bien qu'on peut avoir tous les outils en place, ça prend quelqu'un, un être humain, pour leur tenir la main et aussi leur encourager parce que les gens qui font de la collecte de fonds externe, ils peuvent ressentir une certaine fatigue à un moment donné dans leur campagne. Et c'est important que la personne responsable de ce programme-là puisse rester en contact avec le bénévole pour l'encourager et suggérer d'autres choses qu'il peut essayer ou d'autres bénévoles qu'il pourrait recruter ou d'autres gens qui pourraient s'impliquer pour faire avancer leur événement ou leur collecte de fonds. Donc, le rôle de cette personne-là, au niveau des commerçants, des entreprises ou des professionnels, c'est d'être le point de contact pour l'organisme, offrir un soutien pour les aider à organiser les initiatives et de proposer des idées, des activités, donner un petit coup de main s'ils ne savent pas comment vous aider, vous pourrez toujours leur proposer certaines activités. Au niveau des individus et des groupes, il faut bien sûr leur guider et fournir le matériel nécessaire pour faire une réussite de leurs événements, répondre à leurs questions pour leur aider dans leur collecte et surtout, comme je disais tout à l'heure, les motiver et les encourager. Ça, c'est toujours très important. Donc, le rôle de l'agent, ben, c'est les mêmes démarches qu'en collecte de fonds traditionnelle. Ils vont aider leurs bénévoles, les organisateurs des événements pour leur expliquer un peu comment ça marche pour la prospection, pour la sollicitation, les aider à assurer la participation des activités. Il faut bien sûr les motiver, les encourager. Ensuite, il faut évaluer l'événement, l'activité de collecte de fonds. On peut apprendre beaucoup sur les activités des autres pour pouvoir encore mieux aider les autres bénévoles qui vont s'offrir à vous faire des événements. Donc, faire une bonne évaluation et surtout remercier et féliciter les gens à la fin
c'est sûr que ça va loin quand on veut qu'ils reviennent peut-être quelques mois plus tard ou l'année prochaine. Si on veut qu'ils répètent un événement de collecte de fonds pour nous, il faut vraiment qu'ils se sentent valorisés dans le processus. Julie, je voudrais savoir si peut-être maintenant vous voulez faire le petit sondage qu'on avait demandé au groupe. Donc, on aimerait savoir quelle est la plus grande barrière à démarrer un tel programme dans votre organisme. Est-ce que c'est que vous n'avez pas l'appui de la direction ou du CA, ou que vous n'avez pas les ressources, ou que peut-être vous n'avez pas d'argent à mettre pour partir la campagne? Donc, on aimerait connaître vos réponses afin de savoir quelle est la plus grande barrière pour mettre un tel programme sur place dans votre organisme. Je vais vous laisser quelques minutes pour y répondre. Bon, pas quelques minutes, mais quelques secondes. Donc, on voit que le plus grand problème, ce qui ne m'étonne pas du tout, c'est que la plupart des organismes n'ont pas les ressources en place et qui cherchent il n'y a pas assez d'heures dans la journée pour faire ce genre de programme-là. Ce que je peux vous conseiller à ce niveau-là, avant qu'on commence l'étude de cas, c'est en sachant que la collecte de fonds est en transformation, que les façons de faire qu'on a toujours fait ne fonctionnent pas avec tous les publics cibles aujourd'hui. Ça serait important de regarder avec la direction, avec le CA, quelle méthode que vous pratiquez pour la collecte de fonds en ce moment qui pourrait être revue en sachant qu'il y a de très, très bons résultats avec la collecte de fonds par les tiers. Ça vaut la peine de regarder qu'est-ce qu'on peut laisser de côté afin de trouver le temps de mettre sur pied un programme de collecte de fonds par les tiers. On voit des statistiques assez importantes aujourd'hui qui démontrent que la collecte de fonds par les tiers marche très, très bien. Et l'exemple qu'on va regarder en ce moment, c'est bien sûr Unis pour le phare, qui a toujours été un client très, très cher pour moi. On a commencé à travailler avec eux il y a presque 10 ans, je pense. Et pour ceux qui ne connaissent pas, le phare est un centre de répit, offre des services de répit pour les familles qui ont des enfants très, très, très malades ou en phase terminale. Et bien que ça peut être un sujet très, très malheureux, j'ai jamais senti autant d'espoir et d'amour que quand je visite le phare Enfants-Famille. Donc, ça a été vraiment un très grand honneur pour nous de concevoir la campagne Unis pour le phare et de le mettre sur pied avec leur équipe. Je vais vous parler un peu de comment on a fait ça et j'attendrai vos questions à la fin de la présentation. Donc, je vous ai parlé tout à l'heure, ça c'est un exemple d'un de nos projets, mais ça peut ressembler à un formulaire comme ça pour l'entente avec l'organisateur de l'événement, avec le détail des événements. Vous voyez ici qu'il y a une section, dans la section 4, qui demande comment ils vont faire la promotion de leur événement. Est-ce qu'ils ont besoin de bénévoles? Est-ce qu'ils ont besoin d'affiches, de bannières, etc.? Est-ce qu'ils ont pensé à leur assurance? C'est quoi leur budget? Ils pensent ramasser combien? Ils pensent dépenser combien? Etc. Donc, assez simple, pas plus que 2 pages comme ça. C'est pas trop compliqué pour gérer tout ça, mais c'est très important de faire
cette entente avec vos organisateurs. Ce qu'on a fait pour le phare, c'est qu'on a construit une trousse pour l'organisateur qui était à peu près d'une douzaine de pages, 12 à 16 pages si je me souviens bien. Et tout était là-dedans. C'est-à-dire, on leur donnait les étapes à suivre pour faire un événement. On leur donnait aussi les scripts nécessaires pour parler de l'organisme avec les missions, visions, valeurs très clairement décrits pour qu'ils puissent bien représenter le phare. On avait aussi inclus le formulaire de l'organisateur. Vous voyez ici qu'on l'a mis avec le logo de l'organisme, le logo du programme. Donc, avec le phare, on a voulu mettre un branding, une image de marque. On voulait nommer le programme Unis pour le phare et pour qu'il se différencie des autres programmes de collecte de fonds de l'organisme. Aujourd'hui, je suis allée chercher cette capture d'écran il y a quelques jours et j'étais très, très, très contente de voir qu'ils ont en ce moment plus de 200 événements qui ont ramassé plus de 300 000 $ cette année. Et ici, c'est une capture d'écran de leur microsite. On peut faire une recherche par mots-clés. On peut voir les organisateurs de l'événement. On peut voir qui a dépassé leurs objectifs. Et on peut bien sûr avoir de l'information sur le phare et sur tous les différents événements qui roulent en même temps. Donc, c'est quand même très impressionnant qu'un petit organisme est capable d'avoir 200 événements qui roulent à travers l'année longue et ça fait toute une différence pour la collecte de fonds pour un petit organisme quand on a des individus, des groupes et des entreprises qui portent leur soutien de cette façon. Le formulaire de don version papier, ça fait partie du kit de l'organisateur. Pourquoi? Ben parce qu'il y a des gens qui préfèrent faire un chèque ou préfèrent le papier tout simplement, ne sont pas à l'aise d'aller sur l'Internet pour faire le don. Donc ça, c'est bien qu'on a les plateformes pour aider à la collecte de fonds. Il ne faut pas oublier d'inclure un formulaire de don plus traditionnel pour les gens qui préfèrent donner de cette méthode-là. Il faudrait aussi demander à votre organisateur d'événements s'ils ont besoin de formulaires de dons supplémentaires à leur événement pour ne pas en manquer. Quelques exemples que je trouvais super chouettes des gens qui sont portés bénévoles pour faire de la collecte de fonds au phare. Il y avait un garage du quartier qui a décidé de faire un 3 $ de don pour chaque changement d'huile. Et ce petit garage-là du quartier est allé chercher 4 500 $ pour le phare. Ensuite, on a eu un jeune groupe qui ont organisé un spectacle d'humour. En une soirée, ils sont allés aussi chercher 4 500 avec leur événement. Dans cette photo-là, à droite, vous voyez que Manon tient une affiche qu'on a conçue pour le programme qui est vide et les gens peuvent écrire à la main leur message où ils peuvent dire que la vente de muffins se fait à la réception mardi matin entre 8 et 10 heures, etc. Donc, c'est ce genre d'outil-là que le plus que vous pourriez fournir à vos organisateurs d'événements, le mieux que ça va être pour la réussite de votre programme. On a aussi eu des élèves très jeunes qui ont participé et qui ont créé des collectes de fonds pour leur classe et sont allés chercher des sous dans leur école et auprès de leur famille. On a aussi eu des gens qu'on n'aurait pas pensé, comme le Dirty Nasty Boys. Il y avait un objectif d'aller chercher 1 000 $ et eux aussi sont allés chercher 4 500 $ pour le phare. Donc, c'était vraiment impressionnant de voir tous ces gens-là de tous les différents backgrounds imaginables qui ont le phare à cœur et qui voulaient aller chercher de l'argent pour eux. On a aussi eu des troupes de danse
des groupes communautaires, des troupes de danse qui ont eu de la créativité, qui ont vendu des billets moitié-moitié. Eux, ils sont allés chercher 500 $ pour le phare. Et vous avez vu à travers toutes ces photos-là une petite étoile. Mais ça, c'est un outil qu'on a développé pour justement créer un sentiment d'appartenance pour le programme. Et tous les gens qui participent et qui font des collectes de fonds pour le phare, on leur distribuait des paquets de ces petits cartons étoiles pour distribuer et pour écrire des messages et surtout pour prendre en photo, comme vous avez vu dans les photos dans les diapos que je viens de vous montrer. Ça, c'était un compostel que les gens avaient fait. Ils avaient fait une tournée du Portugal, si je ne me trompe pas. Et ils sont allés prendre de très belles photos, très émouvantes, en pensant aux enfants du phare. Et ça a vraiment beaucoup, beaucoup aidé à humaniser cette collecte de fonds. C'était très, très fort. Les étoiles, on peut les utiliser un peu partout. Bien sûr, ce qui était le fun avec cette étoile-là, c'est que c'est un élément du logo principal de l'organisme. Donc, quand on travaille le côté créatif de la campagne et du programme, c'est important de toujours faire le lien avec la cause, avec l'organisme, avec leur image de marque de base. Ici, on avait un thermomètre traditionnel sur le mur et à chaque fois que quelqu'un faisait un don puis qu'on arrivait à une autre coche, on ajoutait, puis finalement, il n'y avait pas assez d'affiches pour tenir tous les gens qui avaient participé à cette collecte-là. Donc, qu'est-ce que ça a donné? On a commencé à réfléchir avec le phare. Après leur année pilote, en 2010-2011, ils ont eu pas mal de gens qui ont offert des soupers spaghettis, des petites soirées, et ils arrivaient avec des chèques et ils ont dit, voici, j'ai fait de la collecte de fonds pour vous. Mais ce qu'ils ont vu, c'est que c'était vraiment le fun d'avoir tout cet amour-là, tous ces gens-là qui avaient le goût d'aider, mais le fait que ce n'était pas bien organisé, ça demandait beaucoup, beaucoup plus de leurs ressources internes. Et donc, c'est pour ça qu'on a commencé à une vraie planification de la campagne et on a vu déjà en un an à mettre certaines choses sur pied que le retour financier était très, très fort. Quand on a fait le plan de communication et qu'on a mis la plateforme en place, bien là, on a presque triplé l'argent qui a été récolté. Et depuis ces années-là, depuis que la plateforme est en place, à chaque année, le programme évolue et on voit que l'année fiscale 2015-2016 était proche du 300 000 et comme on a vu dans le diapo il y a quelques minutes, ils ont battu ce record-là, ils sont au-dessus du 300 000 cette année. Ce qui m'a beaucoup impressionnée et ce que je ne m'attendais pas à travers tout ça, c'est que l'augmentation de la collecte de fonds des tiers était dès la première année. Et ça a vraiment multiplié très, très vite. Et c'est là qu'on voit la puissance du réseau. Et c'est des gens qui sont revenus année en année pour faire mieux de leur événement et qui ont continué à faire leur événement et qui ont continué à faire agrandir leur réseau. Ce que je trouvais intéressant aussi, c'est qu'on a vu une augmentation des contributions des fondations il y a quelques années parce que la notoriété de l'organisme commençait vraiment à prendre forme, non seulement grâce à ce programme de collecte de fonds-là, mais l'ensemble de tous leurs efforts faisait que les gens avaient plus de confiance et ils ont plus compris les besoins de cet organisme-là. L'affaire qui m'a surpris le plus, c'est que même les dons de Publipostage ont augmenté parce que la notoriété de la marque avait augmenté. Donc ça, c'est vraiment dans un climat où est-ce qu'on voit que la plupart des collectes de fonds par Publipostage est à la baisse. Le fait qu'on avait vu
une augmentation chez le phare. Ça m'avait vraiment beaucoup surpris et on était très, très contents de voir tous ces beaux résultats-là. Donc, j'avais dit au tout début de la présentation qu'on allait parler un peu de comment utiliser les médias sociaux pour accroître la réussite des événements. Très simple, publier, inviter, évaluer. L'Internet nous permet aujourd'hui de vraiment mesurer tout. Donc, avec la plateforme, avec votre blog, avec votre page Facebook, tout ça, ça peut être partagé à travers les différents réseaux. On peut vraiment faire beaucoup de crossover et il faut maximiser l'utilisation de ces différentes plateformes-là. On peut aussi inviter les gens par la poste, par le courriel, par les médias sociaux. Tout ça, ça fait que la communauté va être grandissante et va venir en appui aux efforts de vos bénévoles et de votre organisme. Mais c'est très important de prendre le temps d'évaluer et est-ce qu'on a atteint les objectifs, qu'est-ce qu'on a appris, comment est-ce qu'on peut aider les bénévoles pour répéter ou faire mieux l'année d'après. Combien de clics on a eu, combien de partages, tout ça, c'est des choses qui peuvent servir aux autres organisateurs d'événements. Et le plus que vous allez évaluer et mesurer ces choses-là, le plus que vous pourriez venir en appui aux efforts de vos bénévoles. Donc, ce que j'ai beaucoup apprécié d'avoir travaillé avec l'équipe du Phare Enfants-Famille, c'est que dès le départ, c'était une très, très belle relation collaborative. On a fait du brainstorming ensemble, on a travaillé tous les aspects du programme et des campagnes ensemble et combiné avec la créativité de l'équipe de Phil et les connaissances profondes de l'équipe philanthropique du Phare, on a vraiment réussi à faire monter un programme qui d'année en année, multiplie les résultats. Et on a fait ça avec une petite équipe, avec des grandes ambitions. Donc, j'espère que vous avez eu un peu d'inspiration à travers cette étude de cas-là. Et je suis maintenant... Oh, non, excusez-moi, j'ai oublié un diapo. On n'a pas tout à fait fini. Je vais conclure en disant que votre public est motivé, ils sont prêts à vous aider. Il suffit de les conseiller, de leur offrir les bons outils. Répondez avec un programme qui les sensibilise et qui les encourage. Ils ne cherchent pas nécessairement que vous fassiez tout pour eux, mais ils ont quand même besoin d'un coup de main. Ils ont besoin d'aide et de conseils pour créer un impact en lien avec votre mission. Donc, j'espère que vous avez apprécié les conseils et l'exemple que je vous ai montré aujourd'hui. Et je reste disponible pour les prochaines minutes pour des questions. Merci beaucoup, Kim, pour cet exposé informatif. Nous prendrons maintenant quelques minutes pour une période de questions et réponses. Si des gens ont des questions, veuillez les taper dans le panneau questions à l'écran. Je vous accorde un instant pour le faire. Entre-temps, je voulais simplement vous laisser savoir que Canadon vient toujours de lancer un outil de collecte de fonds par des tiers. Si vous voulez plus d'informations, vous pouvez tout simplement consulter le lien qui est à l'écran présentement. Donc, je vous laisse encore quelques secondes pour entrer vos questions s'il y en a. Julie, pendant qu'on est en train d'attendre les questions, je voulais juste te dire que après toute cette présentation-là, qu'on n'avait pas eu de problème technique, là, je commence à en avoir une. Donc, il va falloir peut-être que tu me lises les questions parce que mon écran est gelé en ce moment. Il n'y a aucun problème, je vais pouvoir vous lire les questions. Donc, vous pouvez toujours continuer à entrer vos questions si vous voulez. Je vais commencer par la première qu'on a eue pendant la présentation. Donc, pour Kim, la question est, demande de permis pour servir les boissons alcoolisées. Qui fait la demande? Pas nous, mais les organisateurs. La responsabilité ne doit pas incomber à la fondation. Donc, je crois que la question est vraiment qui fait la demande de permis pour servir les boissons alcoolisées. Je mettrais ça sur l'organisateur de l'événement parce que c'est leur responsabilité de prendre en charge l'événement de A à Z.
Vous êtes là pour soutenir, mais dès que vous commencez à prendre la responsabilité de certaines activités comme ça va nuire à votre temps. Vous allez avoir beaucoup plus dans votre charge. Donc, je vous recommanderais de leur expliquer, pour leur donner les trucs, les astuces, comment, où aller faire la demande, comment le faire, mais que ce soit eux qui le fassent. Merci, Kim. Une deuxième question. Comment peut-on faire évoluer le programme d'activité si nous avons des limites avec la direction? Avec la direction. Je pense qu'il y a plusieurs études de cas, non seulement celui-ci que je viens de vous montrer, qui démontrent que quand vous travaillez ce programme-là, le programme travaille pour vous. Donc, la direction, le CA, ça leur prend toujours les chiffres et ça prend toujours du concret. Donc, je ferai une recherche et si vous avez besoin d'autres statistiques, vous pourriez toujours m'écrire un courriel. Je pourrais vous fournir peut-être une meilleure idée de comment que les choses comme ça évoluent dans le monde philanthropique. Il faut y aller avec des chiffres. Il faut leur montrer que, regarde, avec un employé à temps partiel qui est notre chargé de programme externe, on va pouvoir aller chercher tel et tel montant d'argent annuellement et que ça va être en croissance. Ce qui a été bien avec le phare, c'est que après 1 ou 2 années qu'on roulait avec le programme, on s'est réunis pour voir comment améliorer le programme. Et on a trouvé des façons pas très dispendieux à réanimer les gens et à rajouter d'autres choses dans le programme pour garder ça intéressant sans que ça coûte trop cher à l'organisme. Parfait. Donc, une autre question ici. Bonjour. Lorsqu'un bénévole organise un événement, qui paie les assurances? Ça serait dans le budget de l'organisateur. Encore là, il faudrait, à moins que votre organisme a déjà des assurances pour vos propres événements et que vous pourriez inclure celui du bénévole, je mettrais aussi ça sur le bénévole pour minimiser vos risques à vous. Mais vos risques financiers et vos risques pour l'événement aussi. Excellent. Une autre question. Souvent, la Fondation préfère que les organisateurs soient gestionnaires de l'événement. Excusez-moi, je vais voir s'il y a une... Madame Thomasin, si vous pouvez juste nous expliquer un peu plus ce que vous voulez avoir comme explication. Je vais revenir à votre question dans quelques minutes. Une autre question entre-temps. Combien de ressources à l'interne étaient déployées pour le programme uni pour le phare? Nous, on est 3 à temps partiel au bureau. Donc, je veux savoir en fait les ressources à l'interne. Oui. Donc, au tout début, si je ne me trompe pas, parce que ça fait quand même 7 ans que je remonte dans ma mémoire, la directrice philanthropique faisait partie de nos rencontres pour la planification. Ils ont engagé à temps partiel une personne pour jouer le rôle de l'agent de collecte de fonds pour soutenir, comme je disais tout à l'heure, les individus, les groupes, les entreprises. Et ensuite, après, je ne me souviens pas exactement combien d'années que ça a pris, si c'était à l'année 2 ou 3, que cette personne à temps partiel est devenue à temps plein. Mais c'était seulement quand la demande était assez grande et que le revenu était assez fort pour venir justifier le salaire de temps plein pour cette personne-là. Donc, ils ont vraiment vu que le plus de ressources qu'ils mettaient dans le soutien de tous ces événements externes-là, que les événements externes ramassaient plus d'argent. Donc, c'était un investissement au tout début, mais c'était graduel. Donc, ça peut se faire graduellement. Parfait. Cette réponse-là couvre beaucoup des questions qu'il y avait également. La seule autre question que je vois ici, c'est une mention des coûts
reliés à tout ça? Les coûts pour le concept de la campagne? Je crois que c'est plus en relation avec l'exemple qu'on a eu aujourd'hui. OK. C'est un peu difficile de dire un prix pour notre implication parce qu'on a quand même partagé beaucoup avec le phare qui était équipé avec leurs propres ressources. Mais je pourrais dire qu'aujourd'hui, avec l'équipe interne de l'organisme à but non lucratif qui travaille en collaboration avec notre équipe, il faudrait prévoir un minimum de 10 à 20 000 $ pour mettre sur place le concept de la campagne, trouver le nom pour le programme, faire le branding autour de ça. Tout ce que vous avez vu au niveau du kit de trousse de l'organisateur, les dépliants, les affiches, tous les éléments de base qu'on a créés, qu'on a fait l'infographie et qu'on a aidé à monter la plateforme. Il y a quand même un investissement à faire pour partir du bon pied. Mais c'est sûr que chaque cas est différent. C'est difficile pour moi pour dire un prix fixe, mais je dirais dans cette zone-là, ça serait quand même, si vous auriez à parler à votre CA puis à votre direction de qu'est-ce que ça prendrait, avec l'expérience qu'on a eue semblable à Unis pour le phare, ça serait à peu près cette valeur-là. Excellent. Une autre question. Combien d'événements... Je rajouterais à ça aussi qu'il ne faut pas oublier qu'à travers les années que le programme roule, il faut revenir et avoir de l'aide externe. Comme je disais, qu'ils ont fait, on a rajouté des choses au programme, on a ajouté des éléments créatifs au fur et à mesure des années pour que les gens soient toujours intéressés au programme. Donc, ce n'est pas nécessairement juste le prix de départ, mais il faut aussi prévoir des budgets peut-être à l'année 3, à l'année 5 pour pouvoir revenir et faire l'évaluation, une bonne évaluation du programme et de savoir comment encore l'améliorer. Parfait. Une autre question. Combien d'événements le phare font par année? Par eux-mêmes? Les événements phares du phare. Ils font un gala au printemps. Et il faudrait que j'aille voir sur leur site web, mais comme la plupart des organismes de cette taille-là, ils en font peut-être 2 ou 3 maximum, mais leur gros événement, c'est leur gala qu'ils font au printemps chaque année. Et c'est ce qui fait d'ailleurs qu'un collecte de fonds par les tiers, ça aide à récolter de l'argent à l'année longue. Donc, la plupart des organismes qui ont leur tournoi de golf, leur gala, leur cocktail ici et ça, on sait combien de ressources et combien de temps et d'argent que ça prend pour faire réaliser tous ces projets-là. Mais ce qui est le fun avec la plateforme et la collecte de fonds par les tiers, c'est que ça roule à l'année longue et l'argent rentre à l'année longue. Excellent. Et on demande par comparaison combien d'événements par les tiers on pourrait parler pour une année typique? Ah, ça dépend de l'organisme et c'est sûr qu'au début, quand le phare avait commencé, on avait à peu près une douzaine d'événements externes qui étaient juste organisés comme ça au pif. Ensuite, on a vu ce chiffre-là augmenter à la vingtaine. Après ça, on a vu qu'une fois qu'on avait notre plan en place et qu'on avait démarré, bien, on était déjà à 55 événements par année. Une fois que la plateforme était mise sur pied, là, c'est l'année que ça avait tout triplé. Donc là, on était au-delà de 100 événements par année qui étaient organisés par les tiers. Et aujourd'hui, on voit qu'ils sont rendus à 300. Parfait. Donc, ici, il est plutôt
difficile parfois d'expliquer aux gens qu'ils doivent être autonomes dans leur activité. Comment peut-on bien les conseiller sans pour autant qu'ils veulent que nous organisons leur événement ou activité de collecte de fonds? Je pense que c'est là que la valeur du trousse de l'organisateur vient travailler pour vous, parce que c'est vraiment un outil qui explique les étapes très clairement et qui organise la personne qui soutient leur démarche. Et la trousse, ça peut être, vous pouvez l'imprimer comme une petite brochure et le distribuer en personne, ou vous pourriez le rendre disponible en PDF sur votre site web à travers votre plateforme aussi. Le plus d'informations que vous pourrez leur offrir de façon concise et claire, ça fait moins peur et les gens se sentent plus en confiance avec leurs activités, qui peuvent faire ça tout seuls. Mais quand même, il faut avoir une certaine présence de la part de votre organisme pour venir en appui. Mais d'être clair que c'est vraiment un appui et non pas qu'on fait tout pour vous. Excellent. Et il faut être aussi conscient qu'il y a des gens qui vont réaliser que c'est trop de travail pour eux. Donc, peut-être vous aurez à les conseiller de faire un événement plus petit ou d'ajuster. Il faut que leurs ambitions, il faut que leurs ressources soient à la hauteur de leurs ambitions. Et des fois, il faut ajuster et leur donner conseil comment faire quelque chose qui va être plus facile à faire que peut-être leur idée d'origine qui était peut-être un peu trop complexe pour un bénévole. Excellent. Donc, une dernière question. Ici, on a, quand vous présentez les revenus de dons, est-ce que c'est le bénéfice net après avoir payé les ressources et autres dépenses? Avez-vous un pourcentage au final de ce que représentent les dons reçus versus les dépenses y étant reliées? Ça, c'est les sommes. C'est une très bonne question. Je dois vous avouer que les chiffres que j'ai pris, il faudrait que je vérifie auprès du client. Moi, si j'aurais je penserais que ça serait le montant net, parce que c'est le montant que l'organisateur de l'événement remet à l'organisme. Et comme on a vu dans les fiches de formulaire qu'on remet à l'organisateur de l'événement, il faut qu'ils mettent leur budget qu'ils prévoient et combien ils pensent amasser, puis combien que leurs dépenses vont être. Donc, d'après moi, les chiffres qu'on a dans ce tableau-là que je vous ai montré, c'est ce qui revient au phare. Excellent. Nous sommes rendus à la fin de notre présentation. J'espère que vous avez pu apprendre quelque chose aujourd'hui. Kim, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui pour cette présentation. Voulez-vous dire quelques mots avant que nous terminions la session? Juste souhaiter une très belle journée à tout le monde. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Puis n'hésitez pas, si vous avez d'autres questions, je suis toujours disponible par courriel ou par téléphone pour en parler un peu plus, ou si vous avez besoin de bons arguments pour convaincre votre direction ou votre CA, ça va me faire plaisir de vous en parler plus. Parfait. J'espère que vous pourrez vous reposer de votre journée et à la prochaine fois. Merci.